Alors nous allons commencer maintenant. Bonjour et bienvenue à la présentation ce soir sur l'état des véhicules électriques en 2023. La Ville d'Ottawa organise des activités du jour de la Terre pour souligner les activités d'évolution énergétique, notamment celles qui feront d'Ottawa une ville sans émissions d'ici 2050. Les véhicules électriques sont le plus grand facteur contribuant à la réduction des émissions de la collectivité. Et on s'attend à ce qu'il y a beaucoup plus de véhicules électriques sur les routes d'Ottawa à l'avenir. Le gouvernement fédéral a également énoncé un mandat pour les véhicules zéro émission qui exigera que 20% des nouveaux véhicules électriques, nouveaux véhicules vendus ici au Canada, soient électriques d'ici 2026, 60% d'ici 2030 et 100% d'ici 2035. La Ville d'Ottawa a installé un certain nombre de bandes de recharge publiques pour véhicules électriques et évaluera les données relatives à leur utilisation pour appuyer toute installation future. Vous aurez au cours de cette présentation ce soir la chance d'entendre Raymond Louis. Raymond est la présidente du Conseil des véhicules électriques d'Ottawa et est propriétaire d'une longue date d'un Tesla Model S original qui a parcouru plus que 300 000 km et qui a fait plusieurs voyages sur de longues distances. Il est également impliqué dans les programmes d'expérience véhicules électriques d'Ottawa qui permettent de faire l'essai des différents véhicules électriques vendus au Canada. Ces activités sont l'occasion d'en apprendre davantage sur les véhicules électriques auprès des propriétaires bien renseignés dans un environnement sans pression et d'essayer plusieurs véhicules en une seule journée afin de comparer leurs différents styles de conduite. Pendant la présentation de Raymond, n'hésitez pas à faire part de nos commentaires et vos questions dans la section questions et réponses afin que nous puissions y répondre à la fin de la présentation. Sur ça, je passe la parole à Raymond. Merci beaucoup, Mitchell. Je vais partager ma présentation. Ça, c'est pas long. Bon. Bon, est-ce que vous le voyez comme il faut, Mitchell? Oui, c'est tout là. OK. Donc, bonjour tout le monde. Je vois qu'on est un groupe relativement petit, mais ça va vous donner l'opportunité de demander plus de questions. Donc, je vous inviterai à ne pas hésiter à demander des questions durant la présentation. Donc, aujourd'hui, on va parler des choses, ce que vous avez besoin de savoir pour les véhicules électriques. Et puis, évidemment, comme je disais, là, on va se faire un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc, l'agenda pour cette présentation, c'est qu'on va parler un peu du Conseil des véhicules électriques d'Ottawa, qu'est-ce que nous sommes, d'où nous venons et puis qu'est-ce qui est notre mission. On va parler des genres de véhicules zéro émission parce qu'il y a quelques types de véhicules qui existent et puis on va clarifier ça un peu. Ensuite, on va parler des différences entre les véhicules à essence et les véhicules électriques. On va parler des avantages des véhicules électriques qui sont très nombreux. Et puis ensuite, on va parler de la recharge des véhicules, soit à la maison ou sur la route. Et puis, ça devrait couvrir la plupart des questions que les gens ont normalement. Mais évidemment, comme j'ai dit, je suis ouvert à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Et puis, on va conclure avec une petite discussion des véhicules qui sont disponibles sur le marché et puis une ressource qui va vous permettre d'aller voir ce qui est disponible. Donc, nous, le Conseil des véhicules électriques d'Ottawa, ce qu'on fait, c'est que j'ai oublié de traduire le titre. Le Conseil des véhicules électriques est consacré essentiellement là, à accélérer l'adoption des véhicules électriques dans les flottes de toute grosseur. Donc, on parle ici surtout de flottes personnelles, de véhicules personnels aujourd'hui, mais on fait des efforts pour des flottes de toute dimension, puis des autobus de transport commun comme aussi Transport. Et puis justement, au cours des 4 dernières années, je pensais que j'avais une diapo qui montrait ça. Au cours des 4 dernières années, nous avons ici au Conseil des véhicules électriques d'Ottawa, nous avons entrepris un effort pour convaincre le conseil municipal que OC Transport devait procéder avec des autobus électriques. Et puis, effectivement, ils ont fait l'achat de 4 autobus et puis ils se préparent à faire l'achat de d'autres autobus là, ici. À l'avenir, tous les nouveaux autobus OC Transport vont être électriques. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour l'environnement. Bon, les types de véhicules à zéro émission.
Je vais parler juste brièvement ici des véhicules à hydrogène. Ça peut être des véhicules à zéro émission. Il n'y a pas d'émission dans le véhicule même, mais on dit que ce n'est pas vraiment nécessairement un véhicule à zéro émission parce qu'en ce moment, la plupart de l'hydrogène est produit par des moyens qui utilisent du méthane, donc du gaz naturel, pour faire de l'hydrogène qui est ensuite consommé par les véhicules. Et puis, la méthode de production émet énormément de gaz à effet de serre. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas très propre ou très soutenable côté environnement. Il y a moyen de faire de l'hydrogène vert, mais ça, c'est une question séparée. Là. Mais nous, on ne voit pas l'avenir, on ne voit pas les véhicules à l'avenir se tourner vers l'hydrogène pour plusieurs raisons que je ne vais pas discuter en détail aujourd'hui, à moins que vous ayez des questions là-dessus. On ne voit pas ça comme étant une solution rentable pour l'avenir. Et puis, la deuxième sorte, c'est les hybrides conventionnels. Donc, vous avez sûrement entendu parler des Prius Toyota qui existent depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, ça, c'est des hybrides conventionnels. Il n'y a pas moyen de les recharger autrement que par le véhicule lui-même qui va se recharger en freinant. Nous, on ne considère pas ça comme étant des véhicules électriques, mais on voulait seulement le souligner pour s'assurer qu'on puisse faire la différence avec les autres véhicules. Pour ce qui est des... Oups, il y en manque un ici. Bon, il y a deux autres types qu'on veut considérer. Donc, les véhicules hybrides enfichables. Donc, il y a certains exemples, la ligne de Toyota, les Prime. Donc, il y a la Prius Prime. Il y a d'autres véhicules qui sont des versions Prime qu'ils appellent. Ces véhicules-là, il y a un moyen de les brancher et puis ces véhicules-là ont une autonomie électrique de généralement 20 à 90 km. Ensuite, il y a un moteur à combustion qui va générer l'électricité pour continuer son trajet. Si on a besoin d'aller plus loin que la portée là, de 20 à 90 km des véhicules en question. Ça, les véhicules affichables, c'est une option, mais pour nous, là, pour le restant de la discussion, on va parler surtout du dernier type qu'on voit ici. C'est les véhicules électriques à batterie, donc des véhicules entièrement électriques. Donc, il y a des exemples, c'est le Hyundai Ioniq 5, qui est un très bon véhicule. La Bolt de Chevrolet, qui existe depuis plusieurs années, un bon 5 ans. Et puis, tous les modèles de Tesla, c'est tous des véhicules qui sont entièrement électriques. Excusez-moi. Donc, pour ce qui est des différences entre les véhicules électriques et puis les véhicules conventionnels, c'est que vraiment, il n'y en a pas beaucoup. La conduite est plus ou moins la même, mais les véhicules électriques ont tendance à être beaucoup plus rapides que les véhicules à essence. La raison qu'ils sont plus rapides, c'est qu'un véhicule électrique a 100% de sa puissance. Le moteur électrique a 100% de sa puissance à partir de 0 km/h. Donc, un véhicule conventionnel, le moteur doit rouler à une certaine vitesse avant que la puissance maximum sorte du moteur. Donc, ça prend un peu plus de temps pour accélérer. Ça étant dit, là, c'est une différence qui peut amener à une conduite plus plaisante, plus active. Mais l'autre chose qu'il y a à faire avec la conduite, c'est que les véhicules électriques ont du freinage régénératif. Ce que ça veut dire, ça, c'est que lorsque vous enlevez votre pied sur l'accélérateur, le véhicule va ralentir et puis va utiliser l'énergie cinétique là, de votre véhicule pour recharger la batterie. Donc, ça permet de conduire seulement avec une pédale. Là. Donc, dans certains cas, beaucoup de véhicules électriques vont arrêter complètement avec le freinage régénératif. Et puis, ça vous permet d'utiliser seulement une pédale. Si vous avez besoin d'arrêter plus rapidement, évidemment, vous pouvez toujours utiliser le frein. Mais le but de ça, c'est de récupérer l'énergie pour vous donner une autonomie plus longue. Et puis aussi, ça permet de réduire l'usure sur les freins. Donc, les freins durent beaucoup plus longtemps. En termes d'entretien, il y a un véhicule conventionnel combustion interne a de 2000 à 3000 pièces, dépendant du modèle de moteur, là, versus un moteur électrique, une 20 à 30 pièces qui sont mobiles. Donc, il y a beaucoup moins d'usure, beaucoup moins de choses qui peuvent briser sur un auto électrique. Il n'y a pas de vidangeage d'huile, il n'y a pas de mise au point à faire, il n'y a pas de silencieux à changer, il n'y a pas de transmission à réparer, il n'y a pas de timing belt ou quoi que ce soit, toutes les autres choses là, qui peuvent
qui peuvent être un problème sur un véhicule conventionnel qui est associé au moteur. C'est vrai qu'il y a d'autres pièces comme les freins, les pneus, la suspension qui sont comme des véhicules conventionnels. Ça étant dit, les freins durent généralement de 4 à 5 fois plus longtemps que pour des véhicules à essence. Donc, encore une fois, là, c'est à cause du freinage régénératif que les freins durent plus longtemps. Moi, dans le cas du véhicule que Mitchell a mentionné tantôt, j'ai un véhicule qui a 305 000 km, qui a quasiment 10 ans maintenant. Et puis, j'ai changé les freins sur ce véhicule-là pour la première fois à 275 000 km. Donc, les freins durent très longtemps. Les coûts d'exploitation sont beaucoup plus bas. Donc, le carburant comme tel, quand je dis 75 à 80 là, ça peut être encore moins dispendieux que ça. Moi, je calcule que ça me coûte à peu près 10 à 15 du prix de l'essence pour l'électricité que j'utilise dans mon véhicule. J'en ai 2 véhicules électriques, là, mais pour les véhicules électriques que j'ai, ça coûte à peu près 10 à 15 du coût de l'essence. Si on recharge sur la route, ça coûte un peu plus cher. C'est quand même beaucoup moins dispendieux que le carburant, donc l'essence ou le diesel, mais ça coûte un peu plus cher sur la route. L'entretien, comme j'ai déjà mentionné, il y a beaucoup moins d'entretien, donc ça coûte beaucoup moins cher pour entretenir le véhicule sur sa vie utile. Les avantages maintenant, donc il y a plusieurs avantages. Il faut quasiment vivre l'expérience d'avoir un véhicule électrique pour voir qu'est-ce que c'est, là, mais essentiellement pour pouvoir remplir le réservoir, si vous voulez, là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de se brancher quand on arrive à la maison et puis le lendemain matin, on se réveille et puis l'auto est prête. Donc, c'est très, très pratique. On peut partir avec un réservoir plein essentiellement chaque matin. On n'a pas besoin de faire un arrêt l'hiver quand il fait très froid ou il vente ou il pleut pour pomper de l'essence pendant 5 minutes en chemin là, quand on est pressé pour se rendre au travail. Donc, tout ça se fait à la maison pendant qu'on dort. C'est très, très pratique. Aussi, on peut faire du préchauffage ou du pré-refroidissement des véhicules, même dans un garage. Donc, vous savez probablement qu'un véhicule conventionnel, c'est interdit par la loi de le laisser rouler dans un garage pour une période, pour autre chose là, que le rentrer et sortir du garage à cause des émissions nocives des véhicules, des gaz d'échappement. Donc, pour les véhicules électriques, il n'y a pas d'émissions comme ça, il n'y a pas de gaz d'échappement. Donc, vous pouvez les réchauffer ou les refroidir sans avoir à faire quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas de moteur à partir ou quoi que ce soit. Il s'agit seulement d'utiliser une application ou il y en a qui le font automatiquement, là, qui vont se refroidir, se réchauffer une heure prédéterminée basée sur vos habitudes de travail. Et puis, c'est super facile, ça se fait très bien. Donc, moins d'entretien, j'ai déjà dit qu'il y a moins de coûts d'entretien, mais tout ça pour dire que il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la mécanique très bien. Donc, souvent, on va voir un mécanicien, puis c'est un peu comme aller chez le dentiste. On ne sait jamais exactement combien de temps ça va prendre, puis combien de sous ça va nous coûter. Avec un véhicule électrique, vu qu'il y a beaucoup moins de choses qui vont tomber en panne, il y a beaucoup moins de possibilités de se faire fourvoyer par, par des gens qui sont moins honnêtes. Maintenant, pour ce qui est de la recharge des véhicules électriques, il y a 3 niveaux de recharge pour les véhicules électriques. Et puis, essentiellement, là, ça se résume en 3 niveaux qu'on illustre ici. Là. Niveau 1, c'est une prise murale normale de 120 volts. Donc, c'est une chose que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir une borne de recharge dans notre garage qui est dédiée là, à recharger le véhicule. La plupart des Canadiens peuvent utiliser seulement une prise murale pour leurs besoins quotidiens. On va en parler un peu plus là, dans la prochaine page. Niveau 2, c'est des bornes de recharge qui sont à 240 volts. Donc, c'est plus rapide. C'est certain que c'est plus rapide que niveau 1. Et ça permet de mieux contrôler le temps où la recharge va se faire. Donc, ça peut être très pratique. Généralement, on recommande de mettre une borne de niveau 2 si c'est possible de faire ça à la maison pour pouvoir avoir plus de flexibilité avec la recharge des véhicules. Les bornes de niveau 3, c'est des bornes de recharge en courant continu, donc des BRCC. Ces bornes-là, c'est des bornes qu'on retrouve dans des endroits publics où on a tendance à passer
pendant qu'on voyage. Donc, par exemple, si on veut aller à Toronto, il y a des bornes aux endroits, là, les on-route qui existent le long de la 401 en particulier. Il y a des bornes de recharge qui existent là qu'on peut utiliser pour se recharger rapidement. Les bornes rapides sont là pour, comme ça dit, faire une recharge rapide quand on a besoin de se recharger, de recharger le véhicule là, pour faire un trajet plus long. Donc, on en parler un peu plus dans les prochaines pages. Bon, pour le niveau 1, encore une fois, là, c'est n'importe quelle prise murale standard. Ça va utiliser jusqu'à 12 ampères sur un circuit de 120 volts. Pour ceux qui connaissent l'électricité un peu, là, quand on a un circuit de 120 volts, c'est 15 ampères le circuit, mais c'est pas permis par le code d'utiliser plus que 12 ampères sur une période longue. Donc, les véhicules vont généralement faire jusqu'à 12 ampères. Et puis ça permet d'obtenir environ 8 km, ça dépend de l'auto, mais environ 8 km d'autonomie par heure de recharge. Donc, c'est possible durant une soirée là, de recharger un véhicule pour ce qui est le trajet typique. Donc, le Canadien moyen voyage seulement 42 km avec sa voiture par jour. Donc, à 8 km d'autonomie par heure, ça prendrait à peu près 5 heures pour recharger le 42 km qui aurait été conduit durant une journée. Donc, c'est suffisant pour la plupart des gens. Ce câble-là, vous voyez à gauche, là, c'est un exemple d'un de mes amis qui a pris une photo de son câble de recharge. Le câble qui vient avec l'auto, puis c'est ça qu'on voit ici. Là, généralement, les gens gardent ça. S'ils n'ont pas une borne à la maison ou s'ils ont une borne à la maison, ils vont garder ce câble-là comme réserve essentiellement. Donc, si par hasard, vous vous trouvez dans une situation où vous manquez d'électricité, vous pouvez toujours utiliser une prise 120 volts pour vous recharger suffisamment pour vous rendre à la prochaine borne rapide. Donc, ça peut dépanner là, dans certains cas. Moi, je m'en suis déjà servi à mon chalet pour recharger mon véhicule avant que je mette une prise appropriée à l'extérieur du chalet. Là. Donc, dans certaines situations comme ça, surtout si vous restez longtemps à l'endroit, donc si vous allez visiter votre grand-mère dans le nord de l'Ontario, et puis sa maison va sûrement avoir une prise de 120 volts, donc c'est possible de se brancher et puis de récupérer une bonne partie de votre charge là, pendant que vous êtes là. Bon, le niveau 2 maintenant. Donc, vous voyez une borne ici à droite, c'est un exemple d'une borne de niveau 2. Et puis, c'est une borne de 240 volts. Ça peut utiliser, c'est du 240 volts courant alternatif, donc jusqu'à 80 ampères. Généralement, pour une maison typique, par contre, nous, on recommande de 30 à 40 ampères. 30 ampères, vraiment, c'est suffisant pour la très, très grande majorité des Canadiens. Si vous êtes un chauffeur Uber ou quelque chose comme ça et puis vous avez besoin de recharger rapidement, vous êtes aussi bien d'aller à une recharge rapide au lieu de charger à la maison. Mais 30 ampères, c'est suffisant pour tous les cas qu'on connaît, nous, d'un Canadien typique. Donc, on dit que c'est une borne de recharge parce que techniquement, le chargeur, ce n'est pas la borne de recharge, c'est quelque chose qui est dans le véhicule dans ce cas-ci. Donc, ça, c'est un peu un détail technique, là. Mais ça permet facilement là, de rajouter jusqu'à 100 km d'autonomie par heure de recharge, mais une borne de 30 ampères, on parle de autour de 40 km d'autonomie par heure de recharge. Donc, le 42 km qu'un Canadien standard ferait par jour, là, ça prendrait seulement 1 heure avec une borne de niveau 2 pour se recharger. OK? Donc, c'est quand même très rapide. Donc, évidemment, ça va recharger n'importe quel véhicule durant la nuit sans problème. Ça permet le préchauffage pendant la charge. Ce que ça veut dire, ça, c'est que ça va ça va réchauffer le véhicule en utilisant le courant de la maison au lieu d'utiliser la batterie. Donc, c'est un avantage si on doit faire un long trajet l'hiver quand il fait froid. C'est une option là, de préchauffer le véhicule pour utiliser l'électricité de la maison au lieu d'utiliser la batterie. Puis, on peut conserver l'électricité de la batterie pour aller un peu plus loin sur notre trajet. On s'explique un peu plus, c'est le niveau 3. Et puis, on va voir les prises dans les prochaines pages. Mais niveau 3, c'est au lieu d'être le courant alternatif comme on a à la maison, c'est du courant continu. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de sciences et tout ça là, au secondaire, mais c'est du
continu du courant alternatif et puis c'est beaucoup plus puissant que les bornes que vous auriez à la maison. Donc, on appelle ça des BRCC, des bornes de recharge de courant continu. Donc, encore une fois, c'est utilisé là, si on fait un long voyage, ça permet de recharger. Donc, on voit un exemple, si la voiture qui est là, c'est une Ioniq 5 de Hyundai. Cette voiture-là se recharge de 10 à 80 dans 18 minutes avec une borne de recharge de ce type-là. Typiquement, la plupart des véhicules modernes, là, véhicules à batterie moderne, vont se recharger de 10 à 80 en 20 à 40 minutes. Donc, le temps de recharge n'est plus très long. Il y avait des véhicules dans le passé qui prenaient beaucoup plus de temps, mais maintenant, c'est pas mal plus rapide. Donc, ça permet là, à des bornes, avec des bornes comme ça d'ajouter plus de 500 km d'autonomie par heure de recharge. Donc, c'est très, très rapide. Bon, les types de prises. La bonne nouvelle, c'est que c'est en train de se standardiser. Donc, pour les niveaux 1 et niveau 2, il y a un standard en Amérique du Nord qui existe depuis très longtemps. Donc, tous les véhicules qui sont vendus en Amérique du Nord vont supporter ce standard-là, ce que vous voyez sur l'image là. Donc, il y a le réceptacle et puis la prise là. Donc, c'est connu sous le nom de la prise J1772. Et puis, c'est une prise que, comme je dis, ça fait longtemps que ça existe, là, puis c'est standard pour tous les véhicules. Les Tesla n'ont pas une prise, en Amérique du Nord, en tout cas, n'ont pas une prise de ce genre-là, mais tous les Tesla sont livrés avec un adaptateur qui permet d'utiliser une borne de recharge qui utilise ce genre de prise-là. Donc, tous les véhicules en Amérique du Nord vont donc supporter ce genre de prise-là. Et puis, ça recharge tout ce qui est en courant alternatif. Pour ce qui est du niveau 3, donc les BRCC, c'est un peu différent. Il y a quelques standards qui existent. Vous voyez en bas là, les photos qui montrent le connecteur CHAdeMO. Et puis aussi le réceptacle CHAdeMO. Ça, c'est un standard japonais qui est appelé à disparaître. En ce moment, il y a seulement les Leaf de Nissan et puis il y a quelques autres véhicules là, comme le Outlander de Mitsubishi qui utilisent encore le CHAdeMO, mais tous les autres véhicules, sauf les Tesla pour l'instant, ont migré vers le CCS. Donc, le standard que vous voyez en haut, là, c'est le CCS. Et puis, vous pouvez voir aussi là, que la partie en haut ici, là, où je pointe, là, c'est essentiellement le J72, le J1772, mais il ajoute deux autres fils qui font le courant continu. Puis tout ça ensemble, ils appellent ça le CCS combo, là, en réalité. Mais c'est le standard nord-américain pour la recharge rapide. Puis vous voyez ici le connecteur de l'autre bord, là. Donc, ça, c'est le standard que tout le monde utilise, sauf encore la Leaf et puis quelques autres exceptions. Et puis, c'est le standard qui va devenir le seul standard éventuellement en Amérique du Nord. Il y a déjà des bornes Tesla qui supportent ce standard-là, mais ça, on va en parler un peu plus tard dans quelques pages, là. Donc, pour ce qui est des Tesla, les Tesla ont un standard unique pour la recharge, que la recharge soit en courant alternatif ou courant continu. Donc, c'est la même prise, le même réceptacle. Puis c'est un standard de Tesla qui a été développé par Tesla dans le temps parce qu'il n'y avait pas de standard établi. Là, donc, ils ont fait cavalier seul. Mais bon, ce que ça veut dire, là, c'est que Tesla, en ce moment, ils ont des chargeurs rapides, comme vous voyez sur l'image du milieu. Là, c'est des superchargeurs de Tesla qui sont pour la plupart, en ce moment, utilisables seulement par les propriétaires de Tesla. Mais comme je disais tantôt, là, il y a certaines bornes de Tesla qui ont déjà été adaptées pour pouvoir recharger les véhicules qui ne sont pas les Tesla. Et puis, on s'attend à ce que d'ici quelques années, tous les superchargeurs Tesla permettent de recharger tous les autres véhicules qui utilisent le standard CCS combo. Donc, en termes de recharge sur la route, on parle de bornes rapides ici, là, puis ici, ce que j'ai lu sur cet écran-là, c'est une application qui s'appelle PlugShare. Et puis, il y a une version pour téléphone. Cette version ici, c'est celle pour furteurs d'Internet. Là. Et puis, ce que ça permet de faire, c'est voir où sont les bornes de recharge. Puis ici, j'ai mis seulement les bornes de recharge rapides. Donc, celles que vous auriez tendance à utiliser en chemin à quelque part quand vous faites un voyage. Et puis, vous pouvez voir qu'ici, autour d'Ottawa, il y en a déjà beaucoup de bornes ici, là.
Et puis, dans le bout de Montréal, ben, il y en a des tonnes. Il y en a partout, partout. Et puis, si je vous montrais le restant du Québec, en particulier, il y en a beaucoup au Québec et puis de l'Ontario, dans le bout de Toronto, tout ça, vous allez voir qu'il y en a énormément de bornes de recharge. Ça, c'est des bornes qui sont seulement des CCS combo, là, donc des bornes qui sont pour les véhicules qui ne sont pas des Tesla. Donc, ça, c'est une des applications qui vous permet de voir qu'est-ce qu'il y a en fait de bornes. Là. Ça, ici, c'est une carte qui montre les bornes qui, pour l'instant, sont les seules bornes en Amérique du Nord qui supportent le CCS Combo, des bornes de Tesla qui supportent le CCS Combo, donc qui peuvent être chargés par les véhicules non Tesla. Il y en a 8 pour l'instant, mais sont en train de développer la capacité là, de répandre ça à travers de toutes les stations qu'ils ont en Amérique du Nord. Donc, on s'attend à ce que d'ici quelques années, on en ait que toutes les stations, les superchargeurs Tesla supportent les autres véhicules. Et puis ici, c'est un exemple, là, ça montre tous les autres chargeurs qu'il y a, tous les autres superchargeurs qu'il y a de Tesla. Ceux en gris, là, comme vous voyez ici, c'est des chargeurs qui s'en viennent, ne sont pas là encore, mais ils sont prévus d'être construits. Puis vous pouvez voir ici que sur la côte est américaine, il y en a tellement là, qui sont pilés un par-dessus l'autre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bornes de recharge qui sont disponibles. Et puis, c'est possible de faire des longs voyages très facilement avec toutes les bornes qui sont disponibles. Et puis, l'autre chose que je voulais mentionner, c'est que nous, sur notre site DevCo, donc EVCO, .ca, on a ce qu'on appelle un Buyer's Guide, qui est un guide. Malheureusement, il est seulement disponible en anglais, mais ça vous donne une liste de tous les véhicules électriques qui sont en vente au Canada. Donc, vous allez voir en consultant cette liste-là qu'il y en a beaucoup de choix. La liste est par prix de base, et puis vous pouvez voir ici les véhicules où le prix est en vert, c'est parce que ces véhicules-là sont éligibles pour la ristourne de 5 000 du gouvernement fédéral. Donc, le prix qu'on voit ici, là, le 41 487 dans ce cas-ci, c'est le prix final de la boîte de base avec taxe moins la subvention. Donc, ça vous donne une idée, là, c'est quoi le prix que vous payerez, là, le prix final que vous pourriez payer pour un véhicule comme ça. Il y a d'autres informations utiles dans ce tableau ici. Vous pouvez voir l'autonomie des véhicules. Puis vous voyez que pour la plupart, sauf pour la Leaf, là, on parle d'autonomie qui sont dans les 350 km ou 400 km et plus, ce qui est en masse, qui est suffisant là, pour faire de très longues distances sans problème. Et puis vous voyez il y a d'autres informations utiles à propos de chacun des véhicules. Là. Et puis l'attente qu'on prévoit, c'est pas toujours à date si l'attente, là, parce que c'est très difficile, ça change beaucoup. Durant la pandémie, on a vu les temps d'attente très longs, mais de ce temps-ci, là, on voit des files d'attente un peu moins longues et puis on essaie de garder ça à date autant que possible, là, mais ce n'est pas toujours possible pour nous de mettre ça à date tout le temps. Donc, bon. Donc, l'autre chose que je voulais mentionner, je crois que c'est une des dernières pages ici. Puis là, Mitchell l'a mentionné au début, là, que nous, chez le Conseil des véhicules électriques d'Ottawa, nous avons fait une collaboration avec Enviro Center, qui est un organisme à but non lucratif d'ici à Ottawa, qui fait beaucoup de travail sur des dossiers reliés à l'environnement. Et puis, le partenariat, c'était pour pouvoir faire plus d'événements, aller rejoindre un plus gros public. Donc, en faisant un partenariat avec eux, ça nous a permis de pouvoir faire plus d'événements et puis pouvoir être vus plus souvent dans la communauté. Donc, l'an dernier, on a fait à peu près 25 événements publics. La plupart, on avait des essais routiers, donc on a fait au-dessus de 1100 essais routiers durant l'année passée. Et puis, évidemment, on fait des choses comme ce soir, là, des présentations où on parle au public à propos des avantages des véhicules électriques pour accélérer essentiellement l'adoption des véhicules électriques. Donc, les événements qu'on fait là, sont annoncés sur notre site evexperience.ca. Le site est bilingue.
Donc, je vous inviterai à le consulter. Il y a une section qui répond à des questions que vous pourriez avoir sur les véhicules électriques. Il y a moyen de demander une question si la réponse n'est pas là. Il y a moyen aussi de voir les événements qu'on prévoit faire d'ici les quelques prochains mois. Là. Il y a toujours des événements qui se rajoutent. Donc, je vous encouragerais à aller consulter ça régulièrement si vous êtes intéressé à faire des essais routiers. Sur ça, j'ai quelques ressources ici. Donc, notre site internet, fco.ca, si vous pouvez trouver d'autres informations sur nous, sur le Conseil des véhicules électriques d'Ottawa. PlugShare, c'est ce que je vous montrais tantôt, là, qui a les bornes de recharge à travers essentiellement le monde, là, mais c'est une bonne ressource définitivement pour l'Amérique du Nord pour savoir quelles bornes sont disponibles où. Et puis des caractéristiques des bornes, tout ça, donc combien ça coûte pour charger, combien est-ce qu'il y en a, etc., etc. Encore une fois, il y a le lien là, aux véhicules qui sont disponibles au Canada. Là. Donc, ça dit EVs available in Ontario, mais c'est au Canada essentiellement. Il y a une autre ressource qui est Better Route Planner. C'est un autre site web qui a de l'information sur des bornes de recharge qui peut être une alternative à PlugShare, qui va vous donner de l'information aussi puis vous aider à planifier votre chemin avec un véhicule électrique. Et puis, un rappel que le gouvernement fédéral offre jusqu'à 5 000 de rabais sur les véhicules électriques. Il y a certains critères pour ça. Donc, nous, notre ressource là, avec les véhicules disponibles va vous donner une idée quels véhicules qui sont éligibles à ça et quels ne le sont pas. Mais la source là, ultime, c'est le site de Transport Canada qui a la liste officielle là, des véhicules qui sont inclus ou non dans le rabais. Donc, je vous inviterai à consulter ça. Sur ça, c'est tout ce que j'avais. Est-ce qu'il y aurait des questions? Je vois que dans le chat, il y a des choses là. Nous avons mis dans le chat quelques des ressources que vous avez mentionnées là, Raymond. Alors, nous allons mettre notre site web aussi sur tous les véhicules électriques qui se trouvent sur cette buyer's guide que vous avez mentionné. Okay. Et aussi, nous avons le site web ottawa.ca avec les véhicules électriques aussi, avec toute l'information sur les initiatives que la ville d'Ottawa se fait sur les véhicules électriques. Et puis, quelques autres ressources, incluant PlugShare aussi sur cette link aussi. OK, parfait. Je ne trouve pas de questions dans le Q&A, mais j'ai une question que peut-être vous pouvez voir l'information sur. C'est quoi le véhicule électrique qui sera disponible cette année que vous êtes plus intéressé pour voir sur la route? Donc, tu me demandes à moi, c'est quel véhicule qui n'est pas disponible encore, mais qui va devenir disponible? Qui va devenir disponible cette année ici? Qui va être le plus intéressant? C'est une question assez difficile à répondre parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui s'en viennent. Donc, notre liste à nous, elle a surtout des véhicules qui sont disponibles en ce moment, mais il y a beaucoup de véhicules qui ont été annoncés. Le Chevrolet Blazer est entièrement électrique a été annoncé. Le Equinox entièrement électrique qui va être relativement pas dispendieux. Il va commencer à environ 37 000 $. Donc, c'est un véhicule quand même abordable pour la plupart des gens. Là. Il y a beaucoup d'autres véhicules qui s'en viennent aussi. Donc, il y a de Volkswagen, il y a les ID7 qui viennent d'être annoncés. Il y a il y en a tellement là, que je ne me souviens pas de tous les véhicules. Mais il y a aussi chez Chevrolet, le Silverado électrique qui s'en vient bientôt. Il y a le F-150 et le Lightning qui est déjà là, mais le Silverado va se rajouter à ça. Il y a aussi une version RAM qui s'en vient dans quelques années qui va être entièrement électrique. Donc, il y a beaucoup de véhicules qui s'en viennent là, qui sont très intéressants. Mais ce que je dirais, c'est que les gens ont tendance à dire que Tesla, c'est le summum des véhicules électriques. Oui, c'est effectivement, là, c'est les véhicules électriques qui sont disons, les plus avancés, là, mais si vous voulez regarder d'autres véhicules qui ne sont pas des Tesla, moi, je suggérerais que les Kia, les Hyundai et les Genesis sont aussi très, très avancés en termes d'électrification, là, et puis ont un bon choix de véhicules sur le marché déjà. Et puis, la disponibilité est relativement bonne pour certains de leurs véhicules. Donc, c'est définitivement un bon choix à faire.
Donc, Mylène Poirier demande, vous avez parlé des avantages, pourriez-vous nous parler des désavantages de la réalité véhicule électrique, bien que la majorité des points sont avantageux? Bon, c'est pas la première fois que j'ai cette question-là, mais j'ai toujours un peu de difficulté à répondre à cette question-là parce que vraiment, le seul vrai désavantage que je vois d'un véhicule électrique, puis c'est pas un gros désavantage, c'est que si vous voyagez sur une grande distance, vous devez attendre plus longtemps pour refaire le plein essentiellement. Donc, au lieu de passer 5 minutes à côté du véhicule à pomper de l'essence, ce que vous faites, c'est que vous branchez le véhicule, vous allez faire quelque chose, puis vous revenez 20 minutes ou à 40 minutes après et puis vous repartez. Donc, moi, quand j'ai fait des longues distances, donc en particulier l'année passée, j'ai fait un voyage à l'île du Prince-Édouard. Et puis, quand je me rechargeais, j'arrêtais pour le dîner ou le souper. Et puis, ce que je faisais, c'est que je me branchais, j'allais au restaurant, je m'assoyais, commandais mon repas. Et avant que le repas arrive même, j'avais déjà besoin d'aller bouger l'auto parce que l'auto était déjà chargée. Donc, c'est 20 à 40 minutes, ça peut sembler long, mais je peux vous dire aller à la toilette, comme à mon âge, moi, je dois aller à la toilette quand je fais des longs voyages. Et puis, chercher un café, ça prend déjà 15-20 minutes. Donc, c'est pas très long la recharge de nos jours. Il y a des véhicules, par contre, certains véhicules comme la Leaf de Nissan, qui prend plus de temps à recharger, surtout s'il fait très chaud l'été. Donc, ça peut être plus pénible avec un véhicule comme ça. Mais la plupart des véhicules là, d'aujourd'hui là, se rechargent beaucoup plus rapidement, donc c'est beaucoup moins pénible que ce qu'on pourrait penser. L'autre chose, évidemment, là, c'est que les véhicules électriques sont généralement encore un peu plus dispendieux que les véhicules équivalents à essence. Donc, puis les gens ont tendance quand ils achètent un véhicule, ils ont tendance à regarder au paiement mensuel qu'ils vont avoir à payer là, pour le véhicule sans compter le fait que ça va coûter beaucoup moins cher en essence et puis en entretien. Donc, si vous regardez le coût total du véhicule, avec la plupart des véhicules aujourd'hui, là, ça va vous coûter moins cher à utiliser un véhicule électrique. Mais les gens ont tendance à se concentrer là, sur le paiement mensuel qui est plus réel pour eux parce que les dépenses en essence et puis en électricité par après, c'est un peu plus nébuleux, là, puis un peu moins certain. OK. Est-ce que c'est vrai qu'il y a parfois des problèmes de chauffage et de dégivrage du pare-brise? Bon, moi, j'ai déjà vu des gens se plaindre de dégivrage de pare-brise, mais j'ai vu des gens se plaindre de ça avec des véhicules conventionnels. Ce que je vais vous dire, c'est que un des gros avantages des véhicules électriques, c'est que contrairement à un véhicule à essence où il faut attendre que le moteur se réchauffe avant d'avoir de la chaleur dans la cabine, dans un véhicule électrique, on a de la chaleur essentiellement instantanément parce que c'est une chaufferette à l'électricité. Souvent, ça utilise une thermopompe, mais ce n'est pas une thermopompe, c'est du chauffage conventionnel électrique. Donc, le chauffage est très rapide. Moi, j'ai jamais eu de problème de dégivrer, puis je sais que c'est une question là, de savoir comment utiliser la voiture qu'on a en question, là, mais ça ne devrait pas être un problème du tout de dégivrer les fenêtres avec un véhicule électrique. Encore là, je vais dire qu'il y a certains véhicules, comme la Leaf, où il y a des gens qui, parce que les véhicules n'avaient pas une autonomie très longue, et puis la Leaf en particulier, les batteries n'ont pas ils ont pas de gestion thermique de la batterie. Donc, c'est un peu plus difficile de voyager l'hiver avec une Leaf. Il y avait des gens qui, pour pouvoir avoir plus d'autonomie, ne mettaient pas le chauffage, puis tout ça. Donc, ça voulait dire que le dégivrage ne fonctionnait pas bien non plus. Mais si le chauffage et le dégivrage ne fonctionnent pas, c'est un problème à faire réparer par le concessionnaire. C'est pas un problème qui devrait perdurer. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je ne vois pas les applications là, mais avez-vous quelques minutes qui se finissent ici? J'ai pas compris la question, Mitchell. Avez-vous des commentaires finaux que vous voulez ajouter ici juste avant que nous terminions la conversation?
OK. Une chose qui n'a pas été demandée, là, c'est l'hiver. Qu'est-ce que ça fait comme différence voyager l'hiver? Donc, vous avez sûrement vu durant les derniers temps, ben, surtout quand il faisait froid l'hiver, évidemment, durant les tempêtes de neige, et puis ça, les gens parlaient du fait que les véhicules électriques, bon, on a un problème d'autonomie qui est moins longue en hiver. Oui, c'est vrai qu'on perd l'autonomie quand il fait plus froid, absolument. Ça étant dit, on perd beaucoup d'autonomie seulement sur des trajets très courts. OK? Donc, si vous prenez votre voiture électrique et puis la voiture est dehors et puis il fait moins 20 le matin et puis vous allez à 10 km à l'épicerie et puis ensuite la voiture reste là pendant 1 heure pendant que vous faites votre épicerie. Puis vous retournez à la maison ensuite après faire un autre 10 km, bien, vous allez perdre beaucoup d'autonomie ou utiliser beaucoup de plus d'énergie par kilomètre que qu'est-ce que vous utiliseriez normalement. OK? Mais ça étant dit, par définition, là, on parle de trajet très court. Si vous faites un trajet plus long, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin de chauffer l'habitacle seulement une fois. Ensuite, l'habitacle a seulement besoin d'être gardé à sa chaleur. Et puis, la batterie va être plus chaude, le moteur va être chaud, les, les huiles dans les joints, tout ça vont être plus chauds, donc la résistance va être moins forte. Donc, si on fait une longue distance, on perd beaucoup moins d'autonomie. Donc, moi, j'ai fait l'expérience, il faisait moins 18 il y a quelques années. Je suis allé d'Ottawa à Niagara Falls, moins 18, et puis j'ai perdu de 10 à 20 d'autonomie sur chacun des segments que j'ai fait. Là. Je pense que je suis arrêté 2 fois pour charger en chemin pour me rendre là. Donc, si vous faites de longues distances, en proportion, vous perdez moins d'autonomie. OK? Donc, puis c'est là que c'est plus important là, d'avoir de l'autonomie, c'est si on fait des longues distances. Donc, vu le nombre de bornes qu'il y a en ce moment, là, voyager l'hiver, ce n'est pas un problème parce qu'il y a suffisamment de bornes qu'on peut arrêter quand on a besoin, puis c'est pas un problème. Euh, il y avait d'autres choses que je voulais mentionner, mais j'ai perdu le compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? Je ne vois pas des autres questions, mais Pas d'autres questions? OK. si vous avez des autres événements que vous voulez mentionner aussi, quelques des festivités que vous avez dans quelques mois prochains. Oui, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous rejoindre. Vous pouvez aller à evexperience.ca. Vous pouvez demander une question additionnelle. Il y a des questions qui sont déjà répondues là, mais vous pouvez demander des questions additionnelles. Et puis, comme j'ai dit, l'hiver, ce n'est pas un problème de voyager l'hiver. Moi, j'ai fait des longs voyages, été comme hiver, puis c'est pas un problème du tout. Donc, sur ça, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis au plaisir de vous reparler bientôt.